Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment mettre en place le pâturage sereinement sur son élevage de chèvres. Et pour cela, nous allons échanger avec Romain Laine, qui est technicien caprin pour l'Ardépal en Creuse et Haute-Vienne. Romain, essayons de voir avec toi comment apporter des réponses à certains de ces freins techniques. Alors commençons avec une première question. Quelle surface prévoir pour mettre en place le pâturage sereinement ? Pour 100 chèvres et des prairies moyennes qu'on peut rencontrer dans l'ouest de la France, pour du pâturage qu'on essaye d'optimiser au printemps, donc on dit qu'il faut prévoir globalement 5 hectares. Mais ces 5 hectares, évidemment, vont s'inscrire dans une rotation au sein des élevages, donc vis-à-vis des prairies et des cultures. Donc on estime qu'il faut ajouter à peu près un quart, voire 33% de surface en plus pour évidemment prendre en compte les années de céréales, etc. Donc en moyenne, on estime qu'il faut viser à peu près 7 hectares accessibles pour du pâturage sur 3 à 4 mois au printemps. Mais si évidemment on veut optimiser et faire durer un peu plus le pâturage, avec par exemple un objectif de 6 mois dans l'année, on préconise du coup 13,5 hectares qui soient accessibles pour les chèvres, pour avoir au final 10 hectares pâturés par an environ pour toujours un troupeau de 100 chèvres. Tu parles de parcelles accessibles, cela signifie quoi ? L'objectif par rapport au pâturage et l'accessibilité, c'est d'avoir un maximum de parcelles qui soient pâturables à une distance inférieure à 1 kilomètre de l'exploitation. Déjà pour éviter les déplacements qui vont demander un peu d'énergie, supplémentaire aux chèvres, qui peuvent avoir des conséquences, en termes de production et au niveau du rationnement, mais aussi évidemment limiter le temps de travail des éleveurs. Une chèvre qui pâture ne mange que de l'herbe verte ? Alors évidemment non. On estime qu'en moyenne, en fait, dans les élevages qui pratiquent le pâturage, il y a à peu près 15 d'herbes vertes qui vont, être, en moyenne ingérées dans la ration. Donc ce ratio évolue évidemment en fonction des élevages et des différentes pratiques. Ça peut aller de 5 à environ 30, donc ce qui représente à peu près 170 kilos de matière sèche, d'herbe pâturée par an. Le reste de la ration étant constitué de foin, donc on estime à peu près 600 kilos de matière sèche, et de concentré, environ 300 kilos de matière sèche. Donc ça veut dire qu'en fait, on va pas pouvoir utiliser que le pâturage, donc il va falloir être évidemment équipé pour gérer des stocks de fourrage, donc pour la fauche, et aussi du coup cultiver une diversité de prairies sur son exploitation, donc avec des prairies multi-espèces riches en graminées et ou en légumineuses, trèfle ou luzerne, et ou des métayers immatures en début de saison, avec aussi des prairies qui peuvent être éventuellement riches et en luzerne, et pourquoi pas en sorgho aussi en été par exemple. Comment gère-t-on le rationnement au pâturage ? Alors la difficulté avec le rationnement au pâturage, c'est qu'on a du mal à connaître précisément la quantité d'herbe qui va être ingérée par ces chèvres et aussi la valeur alimentaire de l'herbe ingérée, qui est très variable en fonction des saisons. Il est difficile par rapport à ces critères-là d'avoir une ration fiable et précise calculée avec un rationneur. Donc essentiel d'avoir des indicateurs de pilotage de la ration qui sont liés à l'observation des animaux. Il faut observer avec assez d'attention l'état corporel de ces animaux, la note d'état corporel notamment, mais aussi l'aspect du poil. On observe aussi les crottes, les fesses, voir comment sont constituées les crottes. Et enfin, le dernier indicateur, c'est évidemment le lait au tank. On considère que si le lait produit diminue de plus de 5% par rapport à la moyenne des 3 jours précédents, il va falloir soit changer de parcelle ou alors aussi être attentif au parasitisme. Il doit bien avoir des règles pour ne pas prendre de risques d'un point de vue rationnement. Un moyen de faire une ration assez simple au pâturage. L'objectif est de faire un maximum de place dans la panse pour l'ingestion de l'herbe et pour éviter évidemment les problèmes métaboliques qui peuvent être liés à un excès de richesse de la ration. L'objectif est de diminuer les apports de concentré et de fourrage à l'auge en fonction du temps de présence à l'herbe. On estime qu'une chèvre va ingérer de l'herbe pendant environ 70% de son temps de présence à l'herbe.
et on estime qu'une chèvre va ingérer à peu près 250 à 300 grammes de matière sèche par heure d'ingestion. Ça veut dire que si la durée de pâturage augmente, eh ben, il va falloir évidemment faire de la place et diminuer les apports non seulement de foin, mais aussi de concentré. Les apports de concentré vont pouvoir être diminués à une hauteur maximum de 400 grammes, mais on peut aussi augmenter ces apports-là à 800 grammes si la durée de pâturage est limitée. Les quantités de concentré vont évidemment dépendre de la qualité des prairies et de l'herbe, en fonction du potentiel de ces prairies et de la météo, mais aussi du niveau de production de ces chèvres, qui sont évidemment liés au potentiel génétique. Et il y a des concentrés à privilégier? Concernant la nature du concentré, on peut adapter la composition de son concentré selon le stade des chèvres, avec le ratio énergie et protéines, avec son conseiller d'élevage. Il est tout à fait possible d'utiliser des matières premières, évidemment, avec une ration au pâturage. Et on peut aussi faire des apports de tournesol en été pour augmenter la teneur en matière grasse de son lait, avec un maximum de 80 grammes de graines de tournesol en période estivale. Comme on l'a dit, en fait, les apports de concentré vont dépendre de du temps de présence des chèvres au pâturage, mais aussi de la production laitière annuelle et du potentiel de son troupeau. Donc il faut moduler tout ça en fonction de ce niveau de production. Et à quelle hauteur d'herbe doit-on sortir les chèvres des parcelles? La chèvre n'étant pas un mouton, elle ne va pas raser l'herbe, comme les moutons ou comme les chevaux par exemple ou les vaches. On estime que les chèvres pâturent à hauteur de 6 à 7 centimètres maximum. Il ne faut pas descendre plus bas que ce ratio-là, ce qui va permettre de limiter l'infestation parasitaire de ces chèvres. Évidemment, il faut offrir une bonne herbe. Donc c'est ce qu'on appelle une bonne herbe, c'est une herbe feuillue pour les graminées et c'est aussi une herbe avec pas mal de légumineuses quand on avance dans le printemps ou en début d'été, quand la période est un peu plus sèche. Et évidemment, il faut éviter les stades trop avancés de l'herbe qui vont un petit peu repousser l'appétence pour les chèvres. Oui, et il ne faut d'ailleurs pas faire pâturer des prairies épiées, par exemple, car elles ne seront pas pâturées par les chèvres. Tout à fait. Et quand il pleut ou qu'elles ne sortent pas toute la journée, on fait comment? Et ben, comme je le disais à l'instant, on module les apports de concentré et de fourrage en fonction du temps effectif de présence de ces chèvres. Donc ça veut dire que si on limite un petit peu la durée de pâturage, puisque il y a des moments où elles vont rentrer puisqu'il pleut, où on les sort pas toute la journée, on va devoir augmenter un petit peu le concentré et l'apport de fourrage. Mais on peut aussi tout simplement appliquer un produit en croix vis-à-vis des objectifs qu'on se donne au départ de concentré. Une des grandes craintes des éleveurs, c'est le parasitisme. Comment les rassures-tu? Il y a par exemple un des stroncles gastro-intestinal qu'on appelle Hémoncus, qui est un parasite qui est beaucoup plus virulent. C'est un parasite en fait hématophage qui a une forte fertilité et un pouvoir pathogène qui est très important. Et évidemment, avec ce type de parasite-là, le seuil d'alerte est à abaisser puisque il est plus virulent et un peu plus dangereux pour ces chèvres. Donc il est important de faire non seulement un suivi coproscopique un peu de base pour voir le niveau d'expression, mais de faire aussi au moins une fois par an une coproculture pour voir le type de parasite qu'on rencontre. Et en fin de saison de pâturage, on fait quoi? C'est de s'assurer que ces chèvres soient saines pour la campagne suivante. Donc, il peut être intéressant, évidemment, de mettre en place un traitement antiparasitaire au tarissement qui permet non seulement de nettoyer ces chèvres pour la campagne d'après, mais aussi d'utiliser d'autres molécules que celles qui sont utilisées habituellement en lactation. J'ai entendu parler de la pratique des blocs au pâturage pour vivre avec ces strongles. Peux-tu nous expliquer comment ça se passe? Alors en fait, le principe de base du parasitisme, c'est que tant qu'il n'y a pas d'ingestion de larves, il n'y a pas de parasitisme. Ça veut dire que c'est les chèvres qui entretiennent le parasite en ingérant les larves. L'objectif vis-à-vis de la gestion du parasitisme, c'est de gérer son pâturage en blocs de parcelles sur lesquels on passe maximum 3 fois avant de faire une pause d'au moins 6 mois. On considère que la durée d'usage, en fait, selon les zones de pâturage, va de 90 à 120 jours. En théorie, en fait, il faudrait faire 4 blocs, c'est-à-dire un bloc de début de printemps, un bloc de fin de printemps, début d'été, un bloc de plein été et enfin un bloc d'automne. L'intérêt, en fait, c'est que la pause de plus de 6 mois permet de laisser passer un hiver et un été qui va permettre de diminuer fortement la charge parasitaire de ces prairies. Selon le niveau d'infestation des chèvres et l'état sanitaire théorique de la prairie, donc on considère que c'est la durée de pause sans pâture, qu'on appelle l'état sanitaire de la prairie, on peut estimer une durée possible de pâture sur un bloc sans trop prendre de risques.
En début de saison de pâturage, si les chèvres et les parcelles sont plutôt considérées propres, donc ça veut dire que les chèvres sont peu ou pas infestées et il y a eu une longue pause de pâturage, on estime qu'il y a 90 à 100 jours de pâture possible, avec 3 passages sur les mêmes parcelles, avec une augmentation progressive mais maîtrisée du parasitisme. Ensuite, si les chèvres sont moyennement propres, c'est-à-dire que les chèvres sont légèrement infestés, mais que les parcelles sont propres, on estime 70 à 75 jours de pâture maximum en 2 passages sur le deuxième bloc, etc., etc. Et le labour permet-il aussi d'assainir ces parcelles? Tout à fait, parce qu'en fait, en labourant ces parcelles, on va effectivement enfouir les larves des parasites, qui vont du coup, pour le coup, ne pas être ingérées pour les chèvres, et donc on va casser le cycle du parasitisme. Quelles sont les principales adaptations mises en place par les éleveurs pâturants pour prendre en compte le changement climatique? Alors, étant donné qu'un des effets du changement climatique, c'est que potentiellement, on aura un petit peu moins de potentiel de rendement fourrager. Donc, à cause effectivement des fois des sécheresses ou aussi des excès d'eau, pardon. Il va falloir en fait adapter ou diminuer son chargement. Donc on considère qu'on peut diminuer à environ 4 à 6 chèvres par hectare, donc ce qui est un peu plus faible que les objectifs classiques. Mais il faut aussi évidemment diversifier ces prairies, se baser sur plus de légumineuses dans les mélanges prairiaux, qui vont évidemment être plus adaptés aux périodes estivales, mais aussi pâturer plutôt en sortie d'hiver, en avançant par exemple ces mises bas là où l'herbe va pousser de manière un peu plus conséquente. Et aussi, pourquoi pas, essayer de varier un petit peu les espèces en développant par exemple le sorgho en été, etc., etc. Une des conséquences du changement climatique, c'est que, outre la rentrée des chèvres en hiver qui est assez habituelle, on a besoin en fait de plus en plus souvent à rentrer les chèvres plus tôt en été à cause des sécheresses. Donc le but, c'est d'essayer de prévoir plus de stocks riches et appétants pour faire le tampon sur ces périodes où effectivement les chèvres ne sortent pas. Merci Romain pour ces compléments. Un épisode des podcasts du réseau RedCap aborde justement ce sujet. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Eco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, propos recueillis en 2024 et 2025.